Les énergies renouvelables ont quelque chose de génial, évidemment, mais elles ont aussi un point négatif majeur, c'est qu'elles sont discontinues. Un jour comme aujourd'hui, par exemple, beaucoup de vent, beaucoup de soleil, il y a des pics sur le réseau. Et puis, dans quelques heures, le soleil sera couché, le vent sera tombé et on sera clairement dans un creux. Les réseaux sont mis à mal par ces pics et ces creux successifs. Et c'est là que les batteries viennent jouer un rôle assez intéressant qui est celui de lisser, de venir sauver un petit peu le réseau lorsqu'il en a besoin. Vous allez me dire quel est le lien avec la mobilité? Eh bien, il se situe au niveau de la voiture électrique, parce que la voiture électrique, c'est vrai qu'on le voit souvent comme un dispositif de mobilité, mais et si c'était avant tout une batterie sur roue? Est-ce que l'avenir de la voiture électrique n'est pas au-delà de la mobilité? Quelles sont les perspectives? Quels sont les enjeux? On en parle juste après ça, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. Alors la voiture électrique a-t-elle vocation à devenir une batterie externe? Je me tourne vers Alexis Dutrieux, merci d'être avec nous. Vous nous venez de Genappe dans le Brabant wallon, vous êtes directeur chez ATM Pro et vous développez des logiciels environnementaux et vous avez mené un projet de voiture bidirectionnelle sur un site à Genappe. Alors on connaît les voitures électriques qu'on charge grâce à l'électricité domestique. Là on est dans le cadre du bidirectionnel, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors en fait, quand on parle de bidirectionnel, on parle de flux d'énergie qui peuvent aller dans les deux sens. Et quand on parle de voitures électriques qu'on va charger à la maison, on parle aussi de panneaux solaires. Et alors on installe des panneaux solaires pour dire de charger une voiture électrique, ce qui pose quelque part une question assez pratique en fait, parce que le travailleur part avec sa voiture électrique la journée, n'est pas là pour consommer l'énergie produite par les panneaux solaires, mais revient le soir pour prendre de l'énergie du réseau et recharger sa voiture pour repartir le lendemain. C'est une aberration. C'est une aberration et c'est aussi un flux qui va dans les deux sens, mais ce n'est pas vraiment celui qu'on veut. Et c'est ce qu'on essaye de tester chez nous, c'est d'éviter ça. Éviter le fait d'amener trop d'énergie vers le réseau et de reprendre trop d'énergie sur le réseau. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'installer sur notre toiture ce qu'on peut consommer en direct sur site. L'autoconsommation, c'est vraiment un critère très important. Et après ça, d'utiliser la voiture électrique pour ce qu'elle est, qui est beaucoup plus qu'un véhicule, c'est une batterie sur roue. Et donc, on peut se permettre d'aller chercher de l'énergie renouvelable, soit au bureau, soit sur un parking de covoiturage. Et alors là, on gagne un peu sur d'autres tableaux, qui des aspects de mobilité. Et le soir, ce qu'on essaye de faire, c'est de ramener la voiture à la maison avec de l'énergie renouvelable, donc sans pollution, et cerise sur le gâteau, c'est de faire ce qu'on appelle effectivement le bidirectionnel, c'est ramener l'énergie de la voiture vers le bâtiment. Et alors expliquez-nous comment ça se passe un petit peu de manière très pratique sur votre site. Ça veut dire que quoi? Si on est à Genappe, il y a un site avec des voitures qui peuvent faire du covoiturage, elles sont chargées par les panneaux solaires pendant la journée, et puis après la nuit, elles rechargent le site en quelque sorte? En fait, on a développé chez nous un laboratoire vivant, si on veut, qui est une espèce de mini-zoning, où on a une habitation privée avec un profil de consommation, on a nos bureaux qui consomment en permanence comme un data center, si vous voulez, parce que la météo, ça consomme beaucoup. On a aussi un atelier de pâtisserie et on a effectivement un parking de covoiturage équipé de 3 bornes de recharge qui vont dans un sens, c'est-à-dire vers la voiture, et 3 places de parking pour des véhicules classiques. On ne peut pas forcer tout le monde à avoir une voiture électrique, évidemment. L'idée, c'est de pouvoir étudier le fait d'amener les voitures la journée et rester toute la journée pour profiter de l'ensoleillement qui fluctue évidemment, mais on peut charger de manière intelligente, c'est-à-dire vraiment quand on a du surplus d'énergie, on le met dans la voiture, et après ça, le soir, on prend la voiture et on la ramène vers le bâtiment, et on a des bornes spécifiques qui permettent de rendre l'énergie de la voiture vers le bâtiment. Ça vous permet d'être autosuffisant, ça? Alors ça nous permet d'être autosuffisant, ça fait 3 ans qu'on tourne, et on est à peu près 80% autosuffisant pour notre énergie électrique du bâtiment, mais aussi pour notre mobilité. À partir du mois de mars, vous disiez? Du 1er mars au 31 octobre à peu près, on est 100% photovoltaïque sur notre site. Ça veut dire que on a assez d'énergie produite par le soleil pour remplir les batteries des voitures la journée. On est mobile, donc on bouge avec les voitures, mais en plus on rend l'énergie qu'on a dans les batteries pour donner comme un groupe électrogène électrique tout ce qu'il faut au bâtiment. Et rappelez-moi, vous avez besoin de combien de voitures pour faire fonctionner ce site? 3? Alors, on a 3 voitures qui fonctionnent pour faire ce processus, cette étude. Il faut savoir qu'on consomme à peu près 60 MWh par an, ce qui est quand même
10, 15 fois plus qu'un ménage moyen. Donc, c'est quand même une grosse consommation. Et malgré tout, on parvient avec ce qu'on a comme renouvelable installé à faire la boucle complète, c'est-à-dire aller chercher le renouvelable, l'autoconsommer, le transporter avec la voiture et le rendre à domicile. Ouais. Et alors c'est quelque chose qui est réservé aux initiés, un peu l'apprenti sorcier que vous êtes, ou alors c'est quelque chose qui est disponible un petit peu pour tout le monde? Moi, si je veux, je peux le faire aussi. Alors vous pourriez probablement le faire, effectivement. Ici, c'est un projet de recherche, donc effectivement, on teste plein de trucs. Donc ça, tout le monde ne va pas le faire, mais tout ce qu'on a mis ensemble existe et fonctionne. On a des voitures Nissan Leaf qui sont faites pour justement cette capacité à rendre de l'énergie à la maison. C'était fait au Japon pour les problèmes sismiques et de pouvoir subvenir quand le réseau est défaillant. Ça existe. On a des bornes qui sont certifiées et qui peuvent fonctionner pour rendre l'énergie vers le bâtiment. Et ça fonctionne très bien. On est avec des bilans qui sont très intéressants après 3 ans en tout cas. Il y a beaucoup de voitures qui sont compatibles à ce système? Pas énormément de voitures actuellement. La Leaf essentiellement le fait. D'autres véhicules y viennent. Ça implique des problématiques de garantie sur les batteries, etc. Et ce qui est important, c'est vraiment les bilans qu'on a obtenus avec la recherche. Et revenons-en au site. Est-ce que vous avez quantifié les économies que ça vous apporte? Alors, on a quantifié les économies d'énergie. On est à peu près à 17 MWh économisés par an. OK. Au niveau CO2... Ça me dit rien du tout. Est-ce qu'en termes de prix, vous avez une idée? 17 MWh, ça fait à peu près l'équivalent de 4-5 ménages. Ouais, OK. De consommation électrique de 4-5 ménages moyens. On a aussi regardé ce qui se passe au niveau CO2. On a diminué nos émissions de 16 tonnes de CO2 par an. Et en termes pécuniers, parce qu'effectivement, c'est un peu pour ça aussi qu'on essaye de faire cette recherche, c'est de montrer que ça peut rapporter de l'argent, ou plutôt ça permet de ne pas le dépenser. On a économisé à peu près 20 000 € par an depuis 3 ans en moyenne, ce qui permet effectivement de garder l'argent pour faire d'autres choses, l'isolation des bâtiments, investir dans d'autres processus, maintenir l'emploi, être plus compétitif. Donc ça, c'est vraiment des bilans qui sont très positifs par rapport à ce procédé. Et ça fonctionne depuis 3 ans. Parfois, on nous demande si on peut encore rouler le lendemain avec la voiture. Ben oui, tout à fait. Ça se gère. Il y a des programmes qu'on a développés qui permettent effectivement de faire ça. Donc, a priori, tout existe pour le faire. Et des outils pour gérer ça, c'est possible aussi de les trouver. Eh ben merci de nous avoir expliqué un peu le fonctionnement passionnant de ce site que vous avez développé à Genappe. On va voir dans les prochaines secondes à quel point ce type de dispositif peut être généralisé, notamment à une ville comme Bruxelles. Bonsoir Axel Kousman, vous êtes professeur à l'école polytechnique de l'ULB, vous travaillez sur les questions de transition énergétique. Ce type d'expérience est-il voué à se développer à grande échelle? Avant de vous demander de répondre à cette question, je vais vous parler d'abord de la voiture. En termes de voiture, est-ce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont compatibles à ce genre d'expérience bidirectionnelle? Bon, en fait, très peu. Il y a la Nissan Leaf, comme on l'a dit. Il y a aussi une camionnette qui est basée sur le même châssis, qui est la E200. À part ça, très peu. Il y a des constructeurs coréens sont sans doute les plus avancés à ce niveau-là. Ça commence à arriver sur le marché, mais on n'est pas vraiment, c'est pas vraiment conçu comme ça. C'est plus occasionnel. On recharge un peu un équipement ou l'autre, mais pas aussi fort que les Nissan Leaf. Pourquoi est-ce que les constructeurs sont encore réticents? Bon, alors, il y a, et je pense qu'on va en parler, il y a quand même déjà un flou artistique autour de tout ça, hein, c'est quand même très compliqué, légalement au niveau de qui est responsable de quoi, etc. Puis il y a effectivement l'usure de la batterie. On reste quand même sur des véhicules, pour la plupart des constructeurs très généralistes, où c'est la première fois qu'ils produisent en masse ce type de véhicule, ils sont quand même un peu frileux de le faire, même si je pense que la plupart sont compatibles sans trop de problèmes au niveau via une update de software ou via un petit équipement en plus. Oui, il y a des questions de garantie. Les batteries ne sont pas faites pour ça, donc les constructeurs sont un petit peu frileux. En termes d'enjeux pour l'industrie automobile, est-ce que justement, elle n'a pas une carte à jouer en se disant, nous, on a de l'avenir en dehors de la mobilité, plutôt comme batterie externe? C'est pas justement une énorme carte à jouer pour l'industrie automobile? Bah effectivement, pour eux, c'est une carte à jouer. Pourquoi? Parce que tout le monde sait très bien, alors qu'on peut aller chercher des Bussy Belga, des NJ, des Luminous, qui vont l'intérêt à essayer de lisser, en fait, chercher à utiliser cette batterie comme une espèce de tampon. Et en fait, où sont les batteries?
dans les véhicules électriques, c'est là qu'on a les batteries de capacité qui sont assez fortes pour alimenter un ménage, voire même le chauffage du ménage, si on passe avec une pompe à chaleur, par exemple. Et alors là, dans l'expérience qu'on a vue avec Alexis, ce sont vraiment en vase clos. C'est ce qu'on appelle le véhicule to home. Après, on peut réfléchir de manière beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle le véhicule to grid. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, ça. Bon, en fait, le véhicule to home, on va essayer juste de rester en autoconsommation. C'est un peu comme si on avait nos panneaux solaires, ça alimente nos lumières et on n'est pas branché au réseau, totalement indépendant. Après, le problème, ça, en fait, on revient sur le même problème que les panneaux solaires, on le sait, les panneaux solaires, c'est compliqué, c'était compliqué en Wallonie, ça a été compliqué aussi un peu partout, de savoir comment est-ce qu'on les met et comment est-ce que ça peut perturber le réseau. Si tout le monde produit en même temps, on le voit en Flandre, notamment, c'est un vrai problème. Il y a des quartiers où tout le monde a des panneaux solaires et quand il y a un grand soleil, eh ben, on est obligé de dire aux gens arrêtez d'injecter parce qu'on ne sait pas gérer. Les pics sont trop importants. Les pics sont trop importants. Et en fait, on va arriver plus ou moins sur les mêmes problématiques. Et je vous coupe, les creux sont aussi trop importants après quand tout le monde rentre à la maison, que le soleil s'est couché, que le vent s'est calmé. Et alors tout le monde met sa voiture à charger, on allume les tacs, on lance la machine à laver. Et là, les creux sont importants. Et là, les creux sont importants. Ouais. On sait qu'il y a des pics et des creux de consommation, notamment. Voilà. Et alors, un des soucis, c'est quand tout le monde rentre, souvent les gens sur la route aussi. Donc on n'a pas les voitures pour gérer. Donc ça pose aussi un souci. Ouais, et justement, les voitures électriques, donc la solution parfaite, c'est un petit peu la batterie, comme la batterie d'appoint qu'on peut avoir à la maison et qu'on peut acheter dans le commerce presque. Oui, tout à fait, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'on a une batterie qui a une capacité beaucoup plus grande. Après, il ne faut pas oublier non plus, et ça pose aussi un problème pour pas mal de gens, c'est que cette capacité, elle est aussi faite pour rouler. Et donc, moi, le matin, quand je me réveille, je veux prendre ma voiture, je veux au moins pouvoir aller au travail, je veux pouvoir faire le trajet que j'ai prévu de faire. Les systèmes, vous disiez, ils sont pas encore tout à fait matures. Est-ce que ça vaut la peine maintenant de se lancer dans tout ça avec une voiture bidirectionnelle, une borne bidirectionnelle? Ça coûte à chaque fois. C'est pas encore le moment, je suppose. Il y a une question de maturité. Oui, c'est ça. Si on est une entreprise, on l'a vu avant, si on est une entreprise qui a la volonté d'investir là-dedans, oui, il y a une économie qui peut être réalisée, elle va pas encore être énorme, il y aura une économie. Après, pour le particulier, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, la borne commence à coûter cher, on a la voiture, et à Bruxelles aussi, on a un problème qui est tout bête, c'est les garages et c'est la disponibilité d'avoir sa borne à soi. Ouais, c'est ça, exactement. On en vient à cette question typiquement bruxelloise. Est-ce que c'est faisable, ces systèmes à Bruxelles? Les gens ont peu de voitures, moins de voitures électriques. Les gens sont en copropriété, il y a moins de panneaux solaires aussi. Les gens n'ont pas l'occasion, quand ils ont une voiture, d'aller la mettre dans un parking. Est-ce que ce système-là est faisable à l'échelle d'une ville? En fait, sur Bruxelles, on a un intérêt, je vais dire, qui est un peu moins grand, dans le sens où, localement, on produit que 3% de notre énergie via le solaire, donc pas encore beaucoup de panneaux solaires. Donc on a un intérêt qui est un peu moins grand, certes, pour faire de la balance locale, c'est-à-dire de lisser en fait ces pics et ces creux localement avec des véhicules électriques. Par contre, on pourrait très bien quand même utiliser le réseau électrique pour amortir ceux de la Wallonie et de la Flandre ou d'autres pays. Ouais. Et donc d'utiliser, de dire voilà, moi je vais bien brancher ma voiture et je donne le contrôle, finalement, c'est un peu ça le problème aussi, je donne le contrôle à la personne qui me fournit cette électricité sur ma borne à charger ou décharger ma voiture. Et c'est là qu'évidemment, tout le problème se pose, c'est de savoir si la personne a le contrôle extérieur, c'est quoi le taux de charge minimum que moi je veux. Je mets ma voiture, mais donc je veux payer moins cher si on utilise ma batterie, et ça commence à devenir très très compliqué. Ça pose des questions de transition juste aussi, de justice sociale. Tout à fait, parce qu'effectivement, si on a une grosse batterie, finalement, moi, je branche ma voiture et in fine, la recharge me coûte pas très cher parce que... Qui plus est une voiture de société. Qui plus est une voiture de société, la recharge ne me coûte pas très cher parce que finalement, je donne aussi un peu de ma batterie au réseau, donc elle me coûte moins cher. La personne qui peut pas aspirer un véhicule électrique, ça va être, évidemment, on ne pourra pas profiter de ça. C'est dans ce contexte que s'inscrit la tarification dynamique. Elle va débarquer prochainement à Bruxelles. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine en tant que Bruxellois? Moi, par exemple, j'ai pas de panneau solaire, j'ai pas de voiture électrique. Ça vaut la peine, par exemple, de jouer avec cette tarification dynamique? En fait, c'est un peu le compteur de nuit, on appelait ça, où en fait, on disait, finalement, il vaut mieux lancer sa machine le soir. Alors à l'époque, c'était fait parce qu'il y avait des centrales nucléaires qui produisaient en continu, donc il fallait consommer cette électricité, donc là, on vendait moins cher. Là, c'est la même chose, sauf que là, c'est heure par heure, presque quart d'heure par quart d'heure, et donc il faut être très réactif sur ce qu'on envoie et ce qu'on récupère. Par ailleurs, on peut très bien se retrouver avec une situation de creux, on se dit j'y vais, et puis 5, un quart d'heure après, finalement, boum, ça remonte, on se dit zut.
Et là, la batterie, évidemment, et le véhicule électrique est aussi très intéressant. On peut dire, je commence à charger et dès que je vois que ça remonte trop, hop, j'arrête. Ouais, parfait. Merci à vous, Axel Kousman. C'est très clair. Des questions passionnantes qui sont en train d'allier les questions énergétiques aux questions de mobilité et des questions qu'on va suivre parce qu'on le voyait. Il y a un flou artistique pour l'instant, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Même heure, même tram. Excellente soirée.